Bonjour, chers confrères, chères consoeurs, je vous présente le cas clinique sur le diabète, Annales de médecine générale, session 2025, épreuve pratique. On va voir rapidement comment il fallait raisonner et on se rendra très vite compte que le cas n'était pas si simple que cela paraissait et beaucoup de candidats en ont fait les frais. Le diabète est un sujet récurrent au concours, mais il faut bien maîtriser en voie externe, particulièrement pour la rédaction, et en voie interne, sachant qu'il y a des dernières recos qui sont sorties, il faut raisonner avec et il faut les connaître. Donc, je vous expose le cas clinique tel qu'il a été donné en 2025, l'épreuve de l'après-midi, la fameuse épreuve de vérification de connaissances pratiques, qui fait de nombreuses victimes au concours. Donc, Madame D comme Dupont ou Dumont, 66 ans, et traitée depuis 8 ans pour un diabète. Elle fume 10 cigarettes par jour. Elle est sédentaire et gênée par une gonarthrose bilatérale. Elle pèse 86 kilos pour 1,66 mètres, IMC 31. Tour de taille 101 cm, pression artérielle normale. Le RAC, rapport albuminurie, créatinurie à 20, normal. Fondeuil, normal. Glycémie 1,7, soit 9,35 millimoles par litre, mesure unité internationale. Glycémie postprandiale de 20, hémoglobine glyquée 8,1. Voilà, on te donne son bilan lipidique qui est perturbé et puis un CKD qui est correct, 86 ml minute, bilan hépatique perturbé, échographie abdominale, stéatose hépatique. Traitement actuel, metformine et inhibiteur de la DPP4 type vildagliptine. Donc, tu as ce cas, il faut raisonner devant ce cas clinique. On te donne une série de 4 questions. Principaux arguments j'ai mis cliniques entre parenthèses en faveur d'une insulino-résistance chez Madame D. Les objectifs glycémiques, c'est la première question. Deuxième question, la difficulté commence à venir et on va le comprendre. Quel traitement antidiabétique allez-vous prescrire dans la situation actuelle de Madame D? Troisième question, dossier progressif. Donc, la patiente s'est améliorée avec une chute de l'hémoglobine glyquée entre 6,7 et 7,2 pendant 2 ans. Bon, c'est déjà bien, pas mal, mais ils peuvent mieux faire. Le poids a chuté, c'est très bien. Pression 120/70, ok. LDL, ça a chuté, très bien. Mais on perd de vue la patiente et elle revient 3 ans plus tard. Elle revient 3 ans plus tard avec une hémoglobine glyquée qui repente à 8,6, un fond d'œil qui montre une rétinopathie débutante et un RAC augmenté à 48, étant donné la valeur normale plus haut. Question 3. Quelle modalité thérapeutique proposez-vous à Madame D? Question 4. La patiente s'est blessée à l'occasion d'une activité de jardinage. L'appelée un peu pénétrante, elle s'inquiète et vous parle. Vous profitez de cette occasion pour faire le point sur ces vaccinations. Quatrième question. Quels vaccins sont recommandés chez Madame D? Ce que tu ne perçois pas, c'est qu'au travers d'un petit cas clinique, il t'envoie un peu partout. Il t'envoie partout. Il t'envoie partout et c'est assez.
compliqué. C'est assez compliqué. Donc, au travers d'un cas clinique, hein, ils vont te parler du syndrome métabolique, les nouvelles thérapeutiques dans le traitement du diabète en 2026, le suivi du patient diabétique avec les objectifs glycémiques, les complications du diabète microvasculaire du diabète et l'éducation thérapeutique du diabète et la vaccination du sujet diabétique. Donc, tu ne perçois pas ces items en lisant le cas clinique, mais il faut y penser. Il faut y penser. Le diabète, c'est un sujet hyper récurrent aux EVC. C'est vraiment à connaître parce que c'est un problème de santé publique. Donc, il y a 3,5 millions de diabétiques en France, 537 millions dans le monde. Et tu dois particulièrement connaître le diabète de type 2, quoique le type 1 tombe aussi aux EVC. Et c'est un cas piégeux, je vous l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer chez ce diabétique-là, parce que c'est un diabétique obèse qui a, on va le découvrir, un MASH. Autrefois, on parlait de NASH, donc c'est la maladie hépatique stéatosique. Donc, changement de formulation, après les nouvelles recos. Et voilà, on va parler d'insulinorésistance, du traitement actuel du diabète, le suivi du diabétique et la vaccination du sujet diabétique. On te représente de façon visuelle pour bien fixer le cas clinique avec les données anthropométriques du patient et les données euh, cliniques et on va raisonner en fonction des premiers éléments qu'on a sur le plan clinique, sur le plan biologique, le RAC et la fonction rénale. Sur le plan ophtalmo, on a dit que le fond d'œil est normal et puis sur le plan métabolique, la glycémie et puis les anomalies lipidiques. Donc voilà, première question, quels sont les arguments en faveur d'une insulinorésistance? Alors, je ne sais pas s'ils se sont trompés pour limiter la question aux arguments cliniques, hein, parce qu'ils ont donné beaucoup d'arguments, dont des arguments non cliniques, hein, qui sont en faveur d'une insulinorésistance. On va le découvrir. Alors, pour la rédaction pure, euh, je vous renvoie aux annales de médecine générale qui vont sortir ou qui sont déjà en vente sur Amazon au moment où tu visionnes ou vous visionnez euh, cette capsule. C'est bien rédigé. Et en plus, on a remis au goût du jour euh, tous les dossiers des annales depuis 2009 jusqu'à 2025. Chaque cas clinique, chaque dossier a été recorrigé en suivant les dernières recommandations. Depuis les cas cliniques de 2009, on les a corrigés comme si ces cas cliniques étaient proposés en 2026. Donc, euh, voilà. Pour revenir à notre cas clinique, hein, les arguments en faveur d'une insulinorésistance, tu traques, on va au-delà de la question, donc l'argument clinique, on va au-delà. On va t'expliquer que cette patiente-là, elle est métabolique, elle a un syndrome euh, métabolique, hein. Pourquoi? Parce que elle a une obésité abdominale, elle est obèse déjà, type abdominal, à tour de taille supérieur à 101.
Donc, c'est un marqueur d'insulino-résistance à connaître. Et puis, elle a une dyslipidémie qui entre dans ce cadre-là de syndrome métabolique. Elle n'est pas encore hyper tendue, hein. Voilà, on ne parle pas d'hypertension, mais bon, enfin, elle a des critères. Donc, il y a le rapport tour de taille, tour de hanche, qui est à 1,1. Il faut faire ce rapport. Ce rapport milite en faveur d'un risque plutôt cardio-métabolique euh, élevé. Mais l'élément qui est plus corrélé à l'insulino-résistance, c'est l'obésité, qui est de type abdominal, avec un tour de taille augmenté. Autre élément, c'est la dyslipidémie, avec un HDL bas, mais là, c'est des arguments paracliniques. Dyslipidémie, hypertriglycéridémie, tout ça, ça concourt à favoriser l'insulino-résistance. Mais ça ne se limite pas là. C'est que on a vu le bilan hépatique, et l'échographie abdominale de cette patiente. Elle a une stéatose hépatique. Avant, la stéatose hépatique était considérée comme un syndrome. Maintenant, c'est une maladie à part entière. En anglais, MASLD, ou maladie stéatosique du foie. Et tu sais que le foie gras concourt à l'insulino-résistance. Pourquoi? La stéatose hépatique, dans certaines contrées associées à l'obésité, suffit pour déclencher un diabète de type 2. Trop de gras, ça réduit l'action de l'insuline et tu as une hyperglycémie chronique qui s'installe, qui va définir le diabète de type 2. Donc, tu vois bien que cette patiente cumule à la fois un syndrome métabolique et un foie métabolique, et tous ces arguments concourent à l'insulino-résistance. Mais dans le contexte de l'examen, a priori, ils se sont limités aux éléments cliniques, mais bon, est-ce que c'est une erreur? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on a un faisceau d'arguments à la fois cliniques et paracliniques qui concourent à l'insulino-résistance. Deuxième sous-question de cette première question, c'est les objectifs glycémiques qui ont changé un peu. HAS 2024 et Société française de diabéto. Euh, pour la plupart des personnes diabétiques, jeunes, avec un diabète qui évolue depuis plusieurs années, l'hémoglobine attendue doit être inférieure à 7 pour la plupart des personnes. Quand le diabète vient d'être découvert, si le sujet est jeune, l'objectif est autour de 6,5 en termes d'hémoglobine glyquée. Pareil pour la femme enceinte. OK? Donc, chez cette dame-là, on doit avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 7. Voilà pourquoi dans l'évolution, on te dit qu'avec le nouveau traitement, elle oscille entre 7,7, 6,7 et 7,2. Donc, c'est bien. C'est bien. Donc, généralement, tu dois avoir une hémoglobine glyquée en dessous de 7. Diabète de découverte récente, 6,5. Femme enceinte, 6,5. Glycémie à jeun, il ne faut pas dépasser 1,20. Donc, 6,7. OK. Et chez le diabétique, l'hypoglycémie, c'est pour
On parle d'hypoglycémie quand tu as une glycémie à 0,7. À partir de 0,7, c'est de l'hypoglycémie chez le sujet diabétique. À 0,55, c'est une hypoglycémie sévère. Glycémie postprandiale, c'est à connaître. On voit externe comme on voit interne QCM jusqu'à 1,8. Voilà, si tu veux être strict, il faut s'arrêter à 1,6. OK? Donc, c'est des cibles à connaître. Après, pour les checklists, les fiches détaillées hyper synthétiques, je te renvoie vers le campus EVC. Si tu ne connais pas le campus EVC, c'est www.evc-pae.fr. Voilà, il y a du contenu gratuit, tu peux aller voir. Donc, tapez campus EVC ou evc-pae-du6.fr. Euh, donc, chez le sujet âgé, on va te dire, le sujet âgé fragile, faut tourner autour de 8. OK? Il ne faut pas avoir un équilibre trop strict sur le sujet âgé, ça ne sert à rien, ça va déclencher des hypoglycémies, de la chute, des fractures et une cascade gériatrique. Donc, ça ne sert pas de ramener sur un lit de mort la personne âgée parce que tu veux contrôler strictement son diabète. Une personne âgée qui est fragile, qui a 80 ans, il lui reste 3 ans, 5 ans à vivre, ça ne sert pas de viser 6,5 d'hémoglobine glyquée, ça n'a pas de sens. OK? Chez le patient hyper dépendant en fin de vie, 9, c'est déjà bien. Voilà. Euh, question 2. On te demande de proposer un nouveau traitement à cette dame. Alors là, c'est compliqué. Pourquoi? La voie externe, n'est-ce pas pour les personnes sans expérience en France ou qui ont très peu d'expérience, ils s'en fichent, ils s'en foutent. C'est pas leur affaire. Ils te collent les dernières recommandations, ils te demandent de rédiger comme un vrai diabéto et, cher ami, faut travailler, faire des gros efforts pour réussir le concours. Euh, cette patiente, regarde, elle prend de la metformine, très bien, et une glyptine, d'accord? Vildagliptine. Mais elle est insuffisamment contrôlée. Elle a 8 ans. Elle est obèse. Elle est dyslipidémique. Elle a un MASH. D'accord? Quoique l'œil est encore protégé, le rein fonctionne très bien. Donc, la stratégie thérapeutique n'est pas bonne. Voilà ce qu'il faut comprendre de ce cas clinique. Mais il faut avoir des heures d'entraînement pour arriver à ces conclusions-là. Du moins, sa bithérapie n'est pas bonne et ne répond pas aux objectifs et stratégies actuelles dans la prise en charge du diabète. Qu'est-ce qui est préconisé actuellement, suivant les nouvelles recommandations de l'HAS, de la Société française de diabéto? La stratégie a changé. Ton cours sur lequel tu te bases d'il y a 3 ans, il n'est plus valable. N'étudie pas avec des vieux documents. Ok, tu es médecin, n'étudie pas seulement avec des documents d'internat. C'est pour les jeunes, c'est pour des 6e années de médecine. Nous préparons des manuels spécifiques PAE pour la médecine générale et pour la gériatrie. Nous ferons signe quand ces manuels vont sortir, manuels spécifiques pour toutes les spécialités liées à la gériatrie et la médecine générale.
et pour lesquels les items tombent au concours, cardiologie, pneumo, endocrinologie, néphrodiabéto, ce que tu veux. Pour revenir au cas clinique, la stratégie n'est pas bonne. Qu'est-ce qui est préconisé en 2025-2026? Metformine, chef de file, toujours. D'autant plus que la personne est obèse. D'autant plus que la personne est obèse. Metformine, chef de file. OK? Biguanide. Donc, metformine, dose progressive jusqu'à dose maximale euh, tolérée. Très bien. Les glyptines n'ont plus leur place en deuxième intention, en première intention dans le cadre d'une bithérapie antidiabétique orale. Si le diabétique obèse, déséquilibré, on propose en bithérapie et en première intention l'association d'un biguanide de type metformine associé à un agoniste GLP-1. Tu connais l'hormone GLP-1, hormone de sécrétion intestinale, c'est l'hormone coupe-faim. Quand tu manges, tu as la satiété tu as l'impression de satiété, c'est cette hormone-là, tu vois, hormone coupe-faim. Autre effet attendu de cette hormone-là, c'est la sensation d'un remplissage gastrique. Donc, c'est ça, en fait, qui explique l'effet coupe-faim. On n'a plus faim et diminution donc de l'apport calorique, tu vois, ce qui va contribuer indirectement à favoriser la perte de poids, entre autres. Donc, en première ligne, d'abord, agoniste GLP-1. Et tu connais ces fameux médicaments de la classe euh, des GLP-1. C'est l'Ozempic. On va le voir. D'accord? À défaut, quand il y a un risque vasculaire important, on peut mettre euh, un glyphosine, dapagliflozine, par exemple. Donc, on change de stratégie. On arrête la glyptine et on remplace par du Mounjaro qui a un double effet. D'accord? On va le voir. On va le voir. Donc, où on met, première intention, cette association-là, metformine plus semaglutide, c'est l'Ozempic. Attention, ce n'est pas des comprimés. C'est un médicament, forme injectable en voie sous-cutanée à une injection semaine. Donc, soit tu mets un analogue GLP-1 ou une double euh, association GIP et GLP-1. C'est la fameuse molécule actuellement que tout le monde s'arrache, tirzépatide ou Mounjaro. Donc, si tu crois que la PAE, c'est facile, je vais écrire, eh bien, bon courage. Il faut te préparer. Prépare-toi. Donc, chez cette patiente-là, la vraie recommandation, c'est le Mounjaro ou tirzépatide. Attention à la PAE, c'est les noms, c'est la DCI qu'il faut d'abord donner. D'accord? Donc, c'est le médicament idéal dans cette situation où tu as un diabète de type 2 qui n'est pas équilibré chez un sujet obèse et métabolique.
Ces médicaments sont remboursés dans cette indication et les bénéfices attendus, perte de poids, réduction de la valeur ou du taux d'hémoglobine glyquée, c'est les objectifs qu'ils t'ont demandé. D'accord? Donc, la tirzépatide a meilleure efficacité que la sémaglutide. Donc, mais au concours, c'était l'une ou l'autre de ces molécules avec une préférence scientifique pour la tirzépatide. Voilà, il faut regarder les annales pour voir comment nous avons rédigé cette question. L'alternative, hein, c'est l'inhibiteur des canaux euh, glucose sodium de type 2, IGSGLT2 ou glyphosine, dapaglifosine, empaglifosine. Mais on va réserver plus ces médicaments pour la personne qui a un risque vasculaire établi ou un problème rénal. Donc, diabète plus néphropathie diabétique, glyphosine. OK? Et les glyphosines, les études ont démontré un impact sur la réduction de la fibrose hépatique. Donc, chez, ce- chez cette patiente, on pouvait discuter en deuxième intention de mettre en place un traitement par glyphosine. Mais attention, c'est l'un ou l'autre. D'accord? Tu ne vas pas mettre d'abord à ce stade-là euh, un analogue GLP1 plus euh, un glyphosine. Donc, voici à peu près le traitement que tu dois proposer à cette patiente-là. Tu maintiens metformine et nouveau traitement, sémaglutide, ça passe, hein, Ozempic ou tirzépatide, ça passe, le Mounjaro. D'accord? Et on a arrêté la glyptine, vildagliptine. OK? Attention, on t'a demandé le traitement. Attention, les candidats ne sont pas préparés malheureusement. Ils racontent ce qui leur traverse la tête. On t'a demandé le traitement. Voilà pourquoi c'est une catastrophe le concours. Les gens sortent de là croyant avoir bien travaillé, mais non, on t'a pas dit le traitement médicamenteux, c'est le traitement. Donc, on, on ne traite pas seulement des chiffres, on traite une personne. Cette personne, elle est dyslipidémique, elle est obèse. Donc, n'oublie pas les règles hygiéno-diététiques, régime hypocalorique, méditerranéen, parce que la personne est jeune, activité physique adaptée à la gonarthrose, hein, si on peut opérer sa gonarthrose, lui mettre une prothèse pour l'aider un peu, sinon elle va se sédentariser, plus prendre du poids. Donc, activité physique adaptée. Donc, n'oublie pas les mesures hygiéno-diététiques, n'oublie pas de lui proposer une statine, elle est diabétique et tabagique. Arrêt du tabac aussi conseillé. D'accord? Donc, elle a un risque vasculaire euh, certain. Il faut penser déjà à lui proposer dans cette indication-là une statine, recommandation de Société européenne de cardiologie, sevrage tabagique et puis surveillance. Bon, ça ne fait pas partie du traitement, mais surveillance hépatique quand même, il faut y penser. Donc, n'oublie pas de lui coller une petite statine pour baisser son LDL cholestérol. On te le dit, hein, plus loin, on te dit, avec le nouveau traitement, LDL cholestérol, ça a chuté. Mais oui, mais bien sûr, il faut soigner, il faut traiter. Tu vois? Qu'est-ce que le traitement te permet d'avoir? Une chute de l'hémoglobine glyquée, une diminution du poids, d'accord? Une tension artérielle qui est stable et une chute du LDL
Cholestérol, malheureusement, on perd de vue notre patiente, elle revient nous voir 3 années plus tard et la catastrophe, diabète totalement déséquilibré, elle remonte à 8,6 comme si elle était en fin de vie. Elle n'est pas en fin de vie, c'est pas une personne âgée. 3 ans après, elle n'a que 69 ans, elle est jeune, d'accord? Elle développe malheureusement une rétinopathie débutante, complications microvasculaires du diabète, la tête, c'est-à-dire les yeux, d'accord? Le rein, le nerf périphérique. Donc, malheureusement, elle est au stade des complications et on te dit quelle modalité thérapeutique tu proposes. Cette question, si tu la trouves, c'est très bien, tu es très intelligent, c'est pas facile. Et pour celui qui passe le concours et pour tout le monde, comment tu traites donc ce diabétique, hein, c'est une question hyper spécialisée. Voilà pourquoi parfois on prêche dans le désert. Les candidats, ils préparent les EVC avec des livres d'internat. C'est pas une question qu'on va poser à un jeune de 6e année de médecine qui n'a même pas commencé l'internat. Toi, tu es médecin. Tu reçois un diabétique qui a été suivi, que tu as perdu de vue. Tu ne sais pas si elle a continué à prendre son traitement. Tu ne sais rien. Et là, le diabète est compliqué. On te demande, mon ami, mets tes crampons et viens jouer. Comment tu joues? Quelle stratégie tu développes sur le plan thérapeutique? On te le dit. Donc, regarde les volets, déséquilibre glycémique majeur, loin de l'objectif, on doit être autour de 7. Donc, il y a 1,6 points à rattraper chez une personne qu'on a perdu de vue. Il y a une rétinopathie débutante à gérer et il y a une néphropathie diabétique. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas si la personne a continué à prendre son traitement, tu ne sais rien. Donc, tu es stratégique. Si la personne a continué à prendre, ça m'étonne, euh, l'analogue GLP-1, son Mounjaro ou l'Ozempic, il doit continuer. Il doit continuer. C'est sûr qu'elle a repris du poids, elle est sédentaire, tout ce que tu veux. D'accord? Continue. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Il y a une néphropathie diabétique, cher ami. Cher ami, il y a une néphropathie diabétique. Si tu ne mets pas une glyphosine, on te coupe la tête. MZ, tu dois mettre ta glyphosine. Tu dois introduire un inhibiteur des canaux glucose-sodium de type 2, glyphosine. Simplement, tu as une atteinte rénale du diabète, tu as un RAC. Tu sais ce que c'est que le RAC? Le RAC traduit signe la néphropathie diabétique. Un RAC supérieur à 30, c'est la néphropathie diabétique. Il faut protéger le rein. Tu as perdu de vue cette personne. Si tu joues avec des comprimés, la maladie va s'aggraver. Tu lui colles une insuline. Colle une insuline. Tu as 1,6 à rattraper. Tu pourras après arrêter l'insuline, mais colle l'insuline. C'est pas fini. Mesure de néphroprotection, cher ami. IEC ou ARA2. Attention, attention.
USC-ARA2, c'est pas seulement médicament de l'hypertension artérielle, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que tu as lu dans le livre d'internat, USC, médicament, hypertension artérielle ou insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Mais non, pas seulement. Néphroprotection. Le diabétique hypertendu ou pas qui a une néphropathie doit bénéficier à fonction rénale stable d'un traitement par UEC ou ARA2. D'accord? Et la cible tensionnelle, elle est normale, hein. OK? Cible tensionnelle, elle est normale. Tu dois avoir une tension en dessous de 130/80. Donc, en résumé, chez cette patiente-là, tu vois les médicaments qu'on a introduits. T'es pas à l'hôpital, tu ne fréquentes pas les diabétos, t'es pas formé, t'es pas encadré, tu ne vas pas sortir cette association-là. Je ne sais pas comment tu fais. Donc, il faut t'entraîner, il faut bien te préparer. Attention, je le répète, ça se passe sur le campus EVC. Si tu te contentes des petits livres d'internat, bon courage. Bon courage. D'accord? Donc, UEC ARA2, glyphosine. On a gardé euh, les analogues GLP-1. Après, le levier 3, c'est très, 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 très spécialisé. Il faut discuter. D'accord? C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut continuer le traitement par statine. Là, euh, les lipides ont augmenté, le LDH a augmenté, donc il faut maintenir une statine de haute intensité. Et si ça ne baisse pas, associer les étimibes. D'accord? Modalité thérapeutique, euh, n'oublie pas la prise en charge spécialisée de la rétinopathie diabétique. Donc, suivant l'avis du spécialiste, on peut faire une photocoagulation, suivant l'évolution. D'accord? Et mesure de surveillance, un traitement, ça se surveille. Ça se surveille. Contrôle glycémique. J'y associe des mesures générales. Donc, n'oublie pas le contrôle glycémique, suivi ophtalmo, mesures générales. Il faut continuer les mesures hygiéno-diététiques. Sinon, ça ne sert à rien. Tu auras toujours un déséquilibre. Pour terminer, vaccination du diabétique. Regarde bien, tu vois bien combien c'est chaud. Voilà pourquoi l'après-midi, les candidats s'effondrent. Ils ont de l'espoir le matin. Ah oui, ça allait quand même. Ah, ils se disent oui, ce concours, je vais l'avoir. L'après-midi, catastrophe. Donc, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, cette patiente va présenter une plaie pénétrante. On te demande comment tu la prends en charge. On va s'occuper d'abord du tétanos. Tu connais les nouvelles règles de vaccination du patient euh, dans la population générale pour ce qui est du tétanos. À partir de 65 ans, c'est tous les 10 ans. OK? Cette patiente a maintenant 69 ans. Donc, on vérifie sa vaccination antitétanique suivant la profondeur et l'état de la plaie. On peut faire un rappel vaccinal si elle n'est pas à jour, associé à une injection d'immunoglobulines antitétaniques.
Donc ça, c'est vraiment important. Au minimum, à 69 ans, tu regardes si elle n'est pas à jour, on fait un rappel. Donc, surveillance, enfin, contrôle du carnet vaccinal, un rappel, plus ou moins immunoglobuline antitétanique. OK? Maintenant, tu dois réviser sa vaccination générale. Elle a 69 ans, elle est diabétique. Tu dois penser à la grippe. Vaccination annuelle recommandée. Pneumocoque, vaccination annuelle recommandée chez le patient diabétique de type 2 de plus de 65 ans. Zona, maintenant recommandé chez tous les adultes de plus de 65 ans. OK? Donc, il fallait repasser tout ça. Et, situation particulière, on peut conseiller le Covid, vaccination contre le Covid et VRS. Donc, chez cette personne-là, on peut conseiller. Donc, au minimum, grippe, pneumocoque, zona, rappel DTP. Après, c'est mieux rédigé hein, dans l'ANA, là, vous verrez. C'est mieux rédigé. Donc, voilà un peu le sujet qui nous a occupé, qui a été proposé en 2025 en médecine générale. Au-delà de ce sujet, ils deviennent de plus en plus, c'est les jurys, deviennent de plus en plus incisifs, très durs, très, 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 très durs, et très exigeants. Donc, ça demande quand même une bonne préparation. Donc, sur ce, bon courage à toi. On a préparé la vidéo. Bon, mais écoutez, je suis pas youtubeur, hein. Je suis pas youtubeur. De temps en temps, on vous propose gratuitement de la vidéo, mais bon, ça se passe de l'autre côté. Voilà. On parle peu, mais on travaille avec ceux qui sont déterminés à réussir à ce concours. Donc, voilà. Donc, ne vous attendez pas à voir de la vidéo chaque semaine. Non, on est médecin, on n'est pas youtubeur. Mais bon, de temps en temps, pour aider, on vous propose gratuitement sur YouTube, ils disent de la valeur. Donc, bon courage et puis à bientôt.